Bonjour Catherine. Bonjour Pierre. Vous êtes la directrice de la revue Regard. C'est la dernière midinale de l'année. Alors on va faire un petit point d'actualité, on va revenir sur l'année qui s'est écoulée. D'abord, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2019? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Un événement, une figure, une date, un rendez-vous? Il y a eu beaucoup de choses quand même très importantes cette année. Je pense comme ça spontanément, je pense aux Gilets jaunes, je pense au mouvement qu'on vient de connaître, je pense à l'immonde polémique qu'il y a eu sur l'islam à la rentrée. Mais disons que je pense quand même que l'événement, ça a été la montée en puissance des luttes contre le réchauffement climatique et la figure de Greta Thunberg. Je pense que c'est quand même, c'était déjà présent en 2018, mais en 2019, ça prend de la force. Finalement, je pense que Times a eu raison de la mettre comme la personnalité de l'année 2019. Je valide. Je sais qu'il y a un autre sujet que vous n'avez pas évoqué qui vous tient pourtant à cœur. Je le sais parce qu'on en parle souvent en comité de rédaction à Regard. C'est la question des femmes, des violences faites aux femmes, de MeToo à Balance ton porc. Vous dites souvent qu'on est passé à côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que Regard n'a pas complètement saisi ce moment particulier qui n'est pas propre à l'année 2019, puisque maintenant ça va faire 3 ans que ça se développe. Et en fait, je pense que c'est pas spécialement simplement la question des violences faites aux femmes. Oui, ça se cristallise autour de ça, mais il me semble que c'est vraiment une relance des luttes féministes qui étaient un peu sur le reculoir. Et que depuis ce mouvement-là, je pense que la question de la domination masculine, qui se traduit dans une domination physique, une imposition aux femmes des désirs des hommes, s'est manifestée fortement, notamment autour du cinéma. Et puis évidemment en France, on a vu Adèle Haenel. Moi, je pense que c'est devenu quelque chose de bien plus important que ça, que tout le monde peut manifester, peut expliquer. Il n'y a pas de femme que je connaisse qui ne puisse pas dire qu'elles n'en ont jamais été victimes. Et que donc cette domination des modèles, des désirs des hommes dans les espaces, les différents espaces, le travail, la vie familiale, la politique, je pense que ça c'est quelque chose de très important et ça remet en cause aussi des formes de machisme que nous subissons, mais peut-être on en reparlera. Cette fin d'année est justement aussi marquée par d'autres types de mobilisations. Les mobilisations sont inédites depuis les grèves de 1995. Les syndicats semblent avoir repris des couleurs. À cette heure, l'unité syndicale est encore un peu fragile, mais qu'est-ce qui vous inspire ce mouvement depuis quelques semaines? Alors moi, ce que je retiens de ce mouvement, c'est en fait au travers de la question des retraites, il charrie des choses extrêmement profondes. C'est-à-dire évidemment le problème de la protection sociale, de l'anticipation de ces vieux jours, mais plus fondamentalement, je pense que ce qu'il porte, c'est 2 choses. La première, je dirais d'un point de vue de plus large, plus prospectif, c'est quelque chose qui me semble absolument d'avenir, c'est-à-dire qu'on se pose la question de la qualité de notre vie. Et la deuxième chose qui apparaît, c'est qu'on est en train de contester finalement des dogmes qui ont dominé depuis 30 ans notre vie politique, c'est-à-dire les 3% et puis après les 14%. Et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire ce n'est pas possible que des critères comme ça un peu abstraits décident à la place de la politique, qu'il faut revenir à des choix et en l'occurrence revenir à la place que l'on veut accorder au social et au bien vivre. Et ça me paraît être une remise en cause, notamment du social-libéralisme qui a dominé la gauche et qui la met dans l'ornière, si ce n'est dans le fond du trou. Ça fait un peu écho aussi évidemment à la mobilisation des Gilets jaunes, quand même, ce que vous dites, cette demande de pouvoir vivre. Les Gilets jaunes ont parlé de pouvoir d'achat, mais c'était surtout du pouvoir vivre. Là aussi, vous diriez que, d'une part, la gauche n'a pas su prendre la mesure de ce mouvement, de cette mobilisation, n'a pas su la saisir ou la comprendre? Moi, je ne sais pas. D'abord, la gauche, je ne la réduis pas à la gauche politique. Donc, si on a en tête la gauche politique, je pense qu'elle est encore en train de faire ça à mu. On va peut-être y revenir un peu plus. Mais moi, ce qui me semble au contraire intéressant, c'est de voir cette année se nouer des liens entre des revendications qui sont des revendications écologiques, des revendications sociales, des revendications de sens, et que tout ça, ça semble converger vers une nouvelle cohérence qui est le bien vivre, le mieux vivre, une vie qui a du sens. Et ça,
c'est peut-être une façon de repartir dans une reformulation d'un projet de transformation sociale qui fasse sa place, pas simplement à l'économico-social, mais à tout ce qui fait nos vies. En 2019, on va retenir aussi les violences policières. Ce sera un marqueur de 2019, mais ce sera aussi un marqueur du quinquennat de Emmanuel Macron, pour vous. Ce qui sera un marqueur de quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est les violences policières, mais d'une façon générale, un mode de gestion extrêmement autoritaire. C'est-à-dire que les violences policières, c'est la pointe avancée de l'affaire. Mais en vérité, ce sont des gens qui sont assurés qu'ils ont raison, qu'ils savent et qu'ils doivent imposer leur vue. C'est le fameux mépris social aussi pour les catégories populaires. Ça a à voir avec ça, ça a à voir avec le mépris social qu'on lui reproche aussi, le président des riches, qui n'a pas prise avec... Certainement, mais c'est pas seulement du mépris social, c'est une arrogance sociale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement qu'ils méprisent les autres, c'est qu'ils sont convaincus du bien fondé de leur point de vue et qu'ils veulent l'imposer. Je trouve que ce délire qu'on a sur la réforme des retraites, là, c'est-à-dire cette certitude que c'est ça qu'il faut faire, quand bien même les salariés pour qui ils voudraient tant de bien et tant de justice, d'égalité, etc., n'en veulent pas, c'est qu'ils sont sûrs que c'est ça qu'il faut. Nous, on sait ce qui est bon pour voilà, vous. Voilà, ce qui est bon pour vous. Donc c'est pas seulement du mépris, c'est de l'arrogance. Autre violence partout dans le monde aussi, on le voit, les soulèvements populaires, les mobilisations massives à Hong Kong, au Chili, en Algérie, on a vu aussi en Catalogne, l'Iran, l'Équateur. De quoi ces mouvements sont-ils le nom? Vous parliez tout à l'heure de mouvements aussi à l'échelle internationale, la dénonciation du néolibéralisme, c'est de ça dont il est Alors, je pense qu'évidemment tout n'est pas absolument pareil, c'est-à-dire que ça paraît quand même un peu rapide de dire en une phrase, mais en effet, ce que je pense, c'est que on est au bout d'un moment qui a été celui du néolibéralisme et de la domination par le politique de toutes les sociétés. Excusez-moi, pas par le politique, par l'économique de toutes les sociétés. Et au contraire, ce que je pense, c'est que là, ce qu'on voit, c'est des peuples qui veulent recommencer à prendre en main leur destin, donc à retrouver de la démocratie, à retrouver de l'espace pour le social, à contester la montée des inégalités. Donc il y a quelque chose qui est une remise en cause du néolibéralisme, mais pas simplement dans sa dimension économique, aussi dans sa dimension autoritaire. Quel est le paradoxe que l'on peut voir? Peut-être n'y a-t-il pas de paradoxe, peut-être que c'est aussi l'évolution, le débat d'idées, ou en tout cas la culture du moment. On dit souvent que nos sociétés deviennent de plus en plus individualistes, et pourtant ces soulèvements, ces mobilisations populaires de masse montrent qu'il y a une unité, une convergence vers l'idée qu'il faudrait un progrès humain, plus de justice sociale. Il y a une contradiction entre ces sociétés individualistes et justement l'aspiration à une société plus solidaire, plus collective? Alors moi, je ne partage pas du tout l'idée d'une société plus individualiste, c'est absolument pas mon point de vue. C'est-à-dire, ce que je pense, c'est qu'il y a des formes d'individualisme, mais ce que je crois qui est le phénomène marquant, et alors sur le long terme, hein, pas simplement l'année 2019, ni même la décennie, c'est qu'on a une affirmation des individus qui tentent de trouver leur place, de s'émanciper, de maîtriser leur vie. Alors évidemment, cette affirmation ou cette recherche d'une liberté, d'une affirmation individuelle, enfin de son propre choix de vie, se fait dans un cadre capitaliste, et que donc ça peut prendre des formes individualistes, comme on dit, mais je pense que c'est pas ça qui caractérise le temps. Je pense que ce qui caractérise le temps, c'est plutôt le fait de vouloir d'être à la recherche d'une émancipation et d'une détermination de son existence. Donc pour moi, il n'y a absolument pas de contradiction, puisqu'au contraire, justement, ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas d'affirmation de l'émancipation individuelle dans l'individualisme, mais au contraire dans une articulation avec des luttes collectives et des choix collectifs. Donc ce que je pense, c'est que la gauche a trop pensé qu'on était face à de l'individualisme. Non, je crois qu'on est devant une recherche et d'affirmation des individus. Et tout à l'heure, on a parlé du mouvement MeToo, je pense qu'il en est une des expressions. Allez, on se projette en 2020. L'année prochaine, c'est aussi les élections aux États-Unis. On voit émerger aujourd'hui des figures iconiques comme Alexandria Ocasio-Cortez, qui est une héritière de Bernie Sanders. On voit bien que les propositions ou le débat au sein des démocrates s'est reporté sur la gauche radicale, sur des propositions qui étaient jugées irréalistes du temps de Bernie Sanders. Se peut-il que l'espoir à gauche vienne des États-Unis? Des pays anglo-saxons, en fait, c'est-à-dire ceux qui ont été les premiers gagnés par le néolibéralisme, c'est-à-dire l'Angleterre et les États-Unis. Alors évidemment, Corbyn vient de prendre une
vivre un très grand revers, et ça mérite d'en discuter. Je pense qu'ils ont été absolument pris dans la nasse de ce débat sur le Brexit, mais c'est vrai que dans ces deux pays, ils ont été les premiers à se dire qu'on ne pouvait pas s'en sortir si on continuait d'être peu ou prou dans les pas de du social-libéralisme, qu'il ait été incarné par Tony Blair ou par l'ancien président Clinton. Et que donc c'est avec ça que les démocrates et les travaillistes essayent de trouver une voie. Pas tous, c'est très conflictuel, c'est très tendu à l'intérieur de ces deux grandes formations de centre-gauche, on va dire, et dans lequel il y a une partie de la gauche qui milite. Donc je pense pas que ça vienne, c'est tout à fait une culture particulière, donc je crois pas que ça va venir d'eux, le salut, mais en tout cas ils ont été les premiers victimes de cet ultralibéralisme, et ils comprennent que leur salut ne peut pas être dans l'accommodement avec cette politique néolibérale. Ce virage à gauche, on le voit aussi, en tout cas de la social-démocratie ou des sociaux-libéraux, on le voit aussi en Europe, en Allemagne, en Espagne, au Portugal. En virage, c'est peut-être exagéré. Virage, peut-être pas, mais on voit que des coalitions se font aujourd'hui, des discussions se renouent avec la gauche radicale. Il y a des gouvernements de coalition en Espagne, au Portugal. En Allemagne, on voit bien que le SPD commence à réfléchir si la stratégie était la bonne de soutenir Merkel. On voit dans les pays du Nord aujourd'hui, où les femmes d'ailleurs prennent aussi le pouvoir. L'avenir est dans la social-démocratie, d'après vous ? Non. Cette social-démocratie qui se réinvente ? Il y a un avenir, à mon avis, il y a un avenir à la social-démocratie si elle se réinvente. Est-ce que c'est mon choix ? Non. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire, c'est pas parce que on regarde les évolutions de la social-démocratie qu'on est obligé d'adhérer à ce mouvement. Et moi, je préfère une social-démocratie qui reviendrait à gauche. Ça serait quand même plus intéressant de les avoir en sparring partner, quasiment, je dirais, pour imaginer cette autre façon de vivre dans le 21e siècle, que de les avoir face à nous. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se réfléchir à l'intérieur de la social-démocratie. Tous les exemples que vous avez donnés montrent qu'il y a quand même déjà un doute, mais que la route est longue quand même. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un doute sur le fait que c'est peut-être pas génial d'être allié avec Merkel pour pouvoir penser une alternative. Et ça, je pense que pour l'instant, ils n'ont pas encore... D'abord, ils n'ont pas fait le choix politique de rompre avec cet héritage. Et donc, tant qu'ils n'ont pas fait ce choix-là, l'invention de cette alternative n'est pas à leur portée. Mais il y a quand même déjà un doute, donc peut-être que du mouvement va s'enclencher. Moi, je trouve que le Parti socialiste français est assez emblématique de ça. C'est-à-dire qu'ils hésitent véritablement entre différentes positions, et même à l'intérieur du débat qu'on vient de voir sur les retraites, on voit que ils sont critiques, et en même temps, ils ne sont pas allés au bout de leur critique, puisque finalement, depuis le livre blanc de la retraite de Michel Rocard en 1992, les socialistes et la droite ont partagé le même point de vue sur le traitement de la question de la retraite, c'est-à-dire en fait comment limiter les dépenses attribuées, les dépenses sociales pour les retraités. Et donc ils ont tous cherché à contenir finalement ces dépenses de retraite dans ce 14%. Pour l'instant, ils n'ont pas encore remis en cause cette pratique-là, mais ils voient bien quand même qu'il y a peut-être une impasse. Ils voient bien, certains d'entre eux voient. Voilà. Vous l'avez dit, il y a eu, en 2019, c'est aussi des défaites, beaucoup de défaites. L'échec de l'expérience Tsipras, il a pris quand même une grosse claque en 2019. Les défaites des travaillistes anglais, vous l'avez dit aussi. La tentative avortée du populisme de gauche en France, qui a été quand même un gros échec aux élections européennes. C'est un vieux monde qui est en train de disparaître. Oh, tout ça, c'est pas la même chose. D'abord, véritablement, je ne mettrai pas Tsipras, Corbyn et Mélenchon en fond. Et la France insoumise, pour moi, ce sont trois expériences qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Donc je ne sais pas si c'est un vieux monde. Je pense qu'on a dit tout à l'heure que je pense que Corbyn n'a pas trouvé la clé pour se sortir de cette impasse. Je crois qu'on ne peut pas être de gauche
contre l'Europe, et je crois qu'on ne peut pas être de gauche en soutenant l'Europe. Donc ils étaient dans une impossibilité d'être. Il a essayé de contourner le problème en essayant de faire un programme très social, mais finalement c'était pas le sujet, donc il a été battu. Quant à Tsipras, je pense qu'il a vécu cette impossibilité en Grèce et qu'il l'a traité d'une certaine manière qui est apparue comme étant une trahison par rapport aux engagements qui étaient ceux qui l'ont porté au pouvoir. Quant à la France, je pense que ce qui se passe est extrêmement grave et très préoccupant parce qu'en fait, les élections européennes ont mis un point sur une réalité qui est vraiment lourde de danger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de force à gauche qui soit susceptible d'entraîner une dynamique avant de savoir si c'est une dynamique de convergence, mais au moins un élan qui permette d'avoir des initiatives, des débats, etc. Aujourd'hui, toute la gauche est émiettée à un niveau d'une faiblesse qui est justement, 2020, c'est aussi l'échéance du municipal. Oui. Est-ce qu'il existe aujourd'hui, est-ce qu'il y a une alternative d'ailleurs entre l'hypothèse d'une alliance ou d'une gauche plurielle ou d'une addition de cartels de partis politiques et justement cette recherche d'une identité propre, voire hégémonique à gauche? C'est quoi l'alternative entre ces deux options, entre ceux qui veulent incarner le parti politique majoritaire à gauche, le populisme de gauche ou l'écologie de gauche, et d'un autre côté ceux qui prônent justement l'alliance des gauches pour pouvoir gagner? Moi, je ne crois pas à l'alliance des gauches pour pouvoir gagner. Je pense que c'est un concept qui n'a pas de sens d'ailleurs au niveau local. C'est-à-dire, en vérité, au niveau local, on a des militants qui sont des militants politiques, mais ce qui fait la texture de la vie politique locale ne se résume certainement pas à une soupe au logo, pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'elle est totalement impropre pour comprendre la réalité locale. Donc je pense que localement, ça n'a pas de sens de chercher à régler ses comptes avec les uns et les autres, comme si on était chacun juste les représentants locaux d'une ligne cohérente au plan national. D'abord, il n'y a aucune cohérence nationale dans aucun de ces partis. Chacun essaye de se dépatouiller comme il peut au niveau local. Donc je pense qu'au niveau local, ça a du sens de chercher à faire converger les forces de gauche. Et ces forces de gauche, elles sont encore une fois pas simplement politiques. Et justement, ce qui est intéressant au niveau local, c'est qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de citoyens, beaucoup d'intellectuels, d'artistes, de gens qui comptent dans la vie locale, qui peuvent se retrouver dans un projet local. Le numéro de regard qu'on est en train de boucler va parler de ça, c'est-à-dire de la capacité, la puissance que peuvent avoir les villes pour inventer des nouvelles solutions. Et donc, moi, je crois que c'est utile que ça se traduise dans de nouvelles politiques et donc dans des conquêtes de villes au plan local. Alors, je vais beaucoup plus loin. On a dit que passer le cap dès 2020 et 2022, vous êtes optimiste sur cette possibilité de la gauche de se non. Autant 2020, je pense qu'il y a des bonnes raisons de penser qu'on peut faire des choses intéressantes. On n'échappe pas à un duel Macron-Le Pen? Ah non, ça je ne sais. Ah non, bizarrement, c'est pas ça que je pense. Mais je vais vous dire ce que je pense. Ce que je pense, c'est qu'entre 2020, je pense que 2020 peut peut-être s'agréger un peu ce que je disais tout à l'heure, ce bien vivre, ce buen vivir qu'on dit dans les pays latinos, que reprend Attaque et d'autres mouvements. Donc cette recherche d'un nouveau sens des politiques publiques, politiques sociales, politiques individuelles, sens de la vie et tout ça. Donc je pense que au niveau local, on doit pouvoir trouver, est-ce que ça permettra d'aller est-ce que ça va faire émerger un pôle politique et une personnalité d'ici 2022? Je n'en sais rien. Moi, ce que je crois, c'est que Emmanuel Macron n'est pas assuré d'être candidat en 2022. Je pense que si on regarde cette année 2019, au fond, je pense que les catégories populaires, allez, je le dis à la grosse, mais elles ne sont pas unies, elles vivent des réalités très différentes. Il y a celles qui se sont représentées ou que l'on a identifiées autour des Gilets jaunes, c'est-à-dire ceux des petites villes, de la France qui s'est désindustrialisée. Voilà, cette France-là, qui est hors des grandes métropoles, il s'est est pris de front. Puis après, il y a les habitants des quartiers populaires. Là, il a continué de se les prendre de front avec cette espèce de délire hystérique contre la culture musulmane, parce que c'est même pas simplement la religion musulmane,
il a fait ça en octobre, novembre, et puis là, il se prend de front tous les travailleurs du service public, les salariés des grandes métropoles. Et je pense que tout ça, ça fait que sociologiquement, je ne vois plus sa base sociale. Je crois qu'il n'a plus et qu'il n'aura plus de base sociale et de base idéologique, encore moins. De toute façon, il a commencé par être élu par les électeurs de François Hollande et maintenant il est soutenu par la droite. Donc c'est un espèce de renversement idéologique qui fait qu'il est totalement affaibli sur le plan idéologique et politique. Et sur le plan social, je pense qu'il n'a plus de base. Donc à mon avis, ce qui peut se produire pour le camarade Macron, c'est la même chose que ce qui s'est produit pour Hollande. C'est-à-dire être dans l'impossibilité de se représenter. J'ai une dernière question, Catherine, avant de partir en vacances. Ça ne veut pas dire, pardon Pierre, mais ça ne veut pas dire que je pense qu'il y a une solution. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne veut pas dire que je ne suis pas extrêmement inquiète sur la suite des choses. C'est-à-dire que je pense que la détestation de Macron peut lui rendre impossible de se présenter. Je pense pour l'instant, je ne vois pas qui aujourd'hui, en dehors de l'extrême droite, capitalise d'une certaine manière sur son nom la colère ou en creux, c'est-à-dire le fait que les gens se retirent de la politique ou décident de ne pas aller voter ou décident de se désintéresser de tout ça. Et ça, c'est pareil, ça alimenterait un succès d'extrême droite. Je pense que Macron est un dingue, qu'il a atteint son niveau d'incompétence, c'est-à-dire qu'il joue avec le feu politique et que juste pour pouvoir prétendre récupérer les voix de la droite et empêcher l'émergence d'un candidat de droite, il est obsédé par faire des signes à la droite et que, ce faisant, il ne fait qu'alimenter la machine Marine Le Pen et que il risque véritablement, enfin moi je trouve que l'hypothèse Marine Le Pen n'est plus une hypothèse absurde et que c'est pour ça que Enfin, elle n'est pas à écarter en tout cas. Enfin, elle n'est pas absurde, c'est-à-dire qu'il n'est pas impensable de se dire que Marine Le Pen, voilà, qu'elle puisse... Oui. Et c'est pour ça que je dis, à la fois je vois des bases de recomposition d'une gauche renouvelée, et en même temps, je ne sais pas si on sera prêt pour 2022, donc ça me fait peur. Je le disais, j'ai une dernière question avant que la Midinale parte en vacances. Vous êtes la directrice de Regard. Comment va la revue? Quelles sont les nouveautés à attendre en début d'année prochaine? On avait fait un petit point en septembre, donc on s'était dit qu'on continuait notre stratégie de développement du site internet, de la diversification de ses contenus, d'une présence donc de Pierre, de Pablo, de moi, sur les médias plus grand public, oui, enfin les télévisions, les radios, etc. C'est-à-dire la participation au débat public. Donc ça, on continue. Je pense que la Midinale continue son bonhomme de chemin. Maintenant, il est bien installé. C'est un rendez-vous dans l'espace politique et culturel qui est identifié. Je pense que les grands entretiens de 1 heure apportent quelque chose d'intéressant parce qu'on prend quelqu'un et on pousse loin la discussion. Donc ça, c'était ce qu'on a fait ce trimestre. Et donc là, en janvier, donc on va sortir le semestriel qui va maintenant rentrer en librairie. On est épaulé par la maison d'édition Le Diable Vauvert. Le numéro que l'on va faire, je pense, contient beaucoup de choses très intéressantes. Et donc le dossier qui est sur le pouvoir des villes. Sera sur le pouvoir des villes, comment les villes peuvent permettre de donner des inflexions sur des sujets fondamentaux, sur le réchauffement climatique, sur l'accueil des migrants, sur le social, la réindustrialisation, la démocratie. Et que tout ça, c'est des expériences qui se mènent à l'échelle internationale et qui nous paraissent vraiment intéressantes de regarder. Merci beaucoup Catherine. Merci Pierre. Bonnes vacances. Ouais, toi aussi.